Père, est-ce terminé? Oui, enfin. Aucun règne n'est éternel, mon fils. Je ne vois que les ténèbres qui m'entourent. Blizzard. En voilà une belle épopée, mais une épopée se terminant de la pire des façons. Retournons quelques décennies dans le passé, voulez-vous? Nous sommes en 1991, et un petit groupe de passionnés de jeux vidéo crée une société de développement de software nommée Silicon & Synapse, qui en 1994 deviendra Chaos Studio, l'espace de quelques mois, puis Blizzard cette même année. De 1991 à 1995, Blizzard sortira quelques titres qu'ils développeront surtout pour des studios tiers. L'un des seuls ayant vraiment fait date étant The Lost Vikings, sorti en 1992. Un jeu dans lequel le joueur dirige des Vikings s'étant fait enlever par des aliens. Globalement, un bon jeu d'après ce que j'ai pu lire, même si je n'ai jamais réussi à mettre la main dessus. Sauf que dans cette même période, en 1994, Blizzard sortira le jeu qui va les propulser dans la cour des grands. Warcraft Orcs and Humans. Un jeu qui rencontrera un succès critique et commercial sans précédent pour le studio, qui redéfinira les fondements du jeu de stratégie en temps réel et posera les bases d'un univers extrêmement riche, tant sur le plan scénaristique qu'au niveau de son lore. L'année suivante, en 1995, sortira Warcraft 2 Tides of Darkness, la suite acclamée à tout point de vue de Warcraft. Un opus qui révolutionnera le jeu de stratégie en temps réel une fois de plus, principalement en raison du nombre d'unités délirant pour l'époque que le moteur du jeu parvient à afficher simultanément. Certains souligneront un scénario moins mis en avant que dans le précédent opus, mais celui-ci reste tout à fait honorable, et cela n'entachera en rien ni la qualité, ni la réputation du jeu. Le 31 décembre 1996, ou en 1997 dans le reste du monde, sortira des fourneaux de Blizzard Diablo. Un jeu de rôle-action en temps réel qui fera date comme étant le jeu le plus vendu le plus vite de l'histoire. Il entrera même dans le livre Guinness des records pour ça. Mais surtout, comme un jeu excellent, autant pour son ambiance que pour son histoire, en passant par son gameplay. Ce soft placera Blizzard en inventeur, ou tout du moins en popularisateur, d'un nouveau genre, le hack and slash. En quelques années, avec 3 jeux sur 2 licences, Blizzard a montré à tout le monde qu'il n'était pas juste un petit studio de faiseurs, pas juste des gens ayant eu une bonne idée par accident et la pompant jusqu'à la moelle, mais des vrais créateurs, avec des idées. Et attention, le meilleur est à venir. En 1998, Blizzard sort StarCraft, un autre jeu de stratégie en temps réel se passant lui dans un univers de science-fiction. Le jeu sera acclamé pour son univers, son scénario et son gameplay, mais surtout parce que, encore une fois avec ce jeu, Blizzard redéfinit les standards des jeux de stratégie en temps réel, avec un gameplay beaucoup plus dynamique que celui de Warcraft 2, et un moteur permettant d'afficher et de gérer encore plus d'unités en même temps, ce qui permettra à des armées aux tailles dantesques de s'affronter. Le jeu sera aussi l'un des fers de lance de la scène e-sport, et aujourd'hui encore, est l'un des jeux compétitifs les plus populaires en Corée. L'année suivante, en 1999, sort StarCraft Brood War, l'extension du jeu, qui elle aussi sera acclamée par la critique. Puis en 2000 sort Diablo 2, mon second jeu préféré de chez Blizzard, soit dit en passant. La suite du très acclamé premier Diablo. Sauf qu'ici, le jeu a été rendu plus dynamique, qu'un système de classe avec plus de sens a été ajouté, et que finit Tristram et la cathédrale. Cette fois, le jeu nous fait voyager, sans pour autant perdre de vue son côté gothique et sombre. Si le jeu souffrira de quelques critiques à ses débuts,
sans pour autant être désavouées par les fans, celles-ci seront cependant totalement balayées par la sortie l'année suivante, en 2001, de Diablo 2 Lord of Destruction. Extension du jeu, rajoutant un nouvel acte à l'histoire, 2 nouvelles classes, une flopée d'objets, d'événements et j'en passe. Encore une fois, Blizzard fait entrer un autre de ses jeux dans la légende. Puis en 2002 sortira mon jeu préféré de chez Blizzard, Warcraft 3 Reign of Chaos. Nouveau chapitre de la saga Warcraft. Et je vais m'attarder sur celui-là, parce que cela nous sera utile par la suite, mais également parce que c'est un jeu charnière dans l'histoire de Warcraft et de Blizzard. Je précise aussi que je vais laisser mon objectivité au placard quelques minutes. Vous êtes prêts? Parfait. Warcraft 3 est un jeu culte à tout point de vue. Bien que je considère cette idée comme très relative, je le vois comme un chef-d'œuvre. Encore une fois, Blizzard redéfinit les standards du jeu de stratégie en temps réel, avec un scénario bien plus développé et bien mieux mis en scène que dans aucun autre jeu Warcraft. Mais même si on le compare aux standards de l'époque, ou même à ceux d'aujourd'hui, il s'agit, selon moi, de l'un des meilleurs jeux à scénario qui soit. Son histoire n'est pas juste bien mise en scène, elle est magistrale. Et si on laisse ça de côté, Blizzard n'a cette fois pas misé sur une surenchère d'unités pour révolutionner le genre. Au contraire, pour ne pas faire de Warcraft un Starcraft bis, les unités sont bien moins nombreuses, mais beaucoup plus fortes. Et ce, en partie, grâce à un système de capacité offrant au gameplay beaucoup plus de profondeur que les jeux précédents, qui se limitaient parfois à qui pouvait faire le plus d'unités en masse. Ici, savoir construire son armée est plus indispensable que jamais. Le moteur du jeu a, bien entendu, été amélioré, et le jeu est l'une de mes claques graphiques. Encore une fois, c'est très subjectif, mais je considère Warcraft 3 comme le plus beau jeu de son époque. Pas tant pour la qualité de ses graphismes, même si le jeu s'en sort très bien, je suis sûr que l'on peut trouver mieux, mais surtout pour sa direction artistique, pour sa façon de créer un univers à la fois haut en couleurs et pourtant cruel, dangereux et par moments froidement réaliste. Mais aussi et surtout, le jeu introduit une mécanique qui va littéralement changer l'histoire du jeu vidéo, l'arrivée des héros. Blizzard offre à chaque race du jeu des unités très fortes, aux capacités incroyables, gagnant en expérience au fur et à mesure que les unités ennemies meurent à proximité, et pouvant ainsi devenir plus fortes et développer d'autres capacités. Au niveau 6, une capacité ultime est débloquée, celle-ci pouvant à elle seule changer le cours d'une bataille. Très bel ajout, mais en quoi cela va-t-il changer l'histoire du jeu vidéo, me diriez-vous? J'y viens. Par la suite, sur Battle.net, le serveur multijoueur de Blizzard, de nombreux créateurs de cartes utilisant l'éditeur de map intégré au jeu créeront de nombreux modes, reprenant ce système et le modifiant. Et parmi ces modes, certains mettront en scène des héros, modifiés, revus et corrigés, se battant à 5 contre 5 sur une arène symétrique où 2 bases contrôlées par l'ordinateur envoient automatiquement des soldats vers la base ennemie. Et c'est aux joueurs de s'affronter pour passer les tours de garde, les obstacles et donner l'avantage à leur camp. Oui, je parle de Dota. Un mode créé sur Warcraft 3, qui sera par la suite repris par Valve pour devenir Dota 2, qui donnera naissance au MOBA. Donc toi, oui, toi, la prochaine fois que tu t'amuseras sur Dota 2, League of Legends ou Smite, tu penseras à remercier l'équipe de Blizzard des années 2000 pour ce qu'elle a apporté aux jeux vidéo. Avec tout ça, je ne l'ai pas dit, mais en 2003 sort Warcraft 3 The Frozen Throne, une extension qui ajoutera de nouvelles campagnes, dont une étant un RPG en vue du dessus, où nous incarnons un groupe de héros, un nouveau héros par race, ainsi que des héros neutres, de nouvelles cartes, de nouvelles unités. Bref. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Puis, en 2004 aux USA ou 2005 dans le reste du monde, Blizzard sort le jeu qui sera à la fois son plus grand succès et le début de la fin pour lui. World of Warcraft, un Meporg. ou plutôt MMORPG, se passant dans leur univers phare, celui de Warcraft. Un jeu excellent qui, encore une fois, redéfinira les bases de ce que doit être un MMORPG aux yeux du public. Le jeu simplifie de nombreuses mécaniques propres au MMORPG.
les classes étaient assez caricaturales, et le classique schéma des trois camps laisse place à une opposition binaire entre Horde et Alliance par exemple. Mais Blizzard avait à l'époque pour son jeu deux atouts qui en faisaient un des meilleurs MMORPG de tous les temps. Un endgame de folie, profond et demandant de l'investissement pour être maîtrisé. Mais surtout, un world design juste génial. Se promener dans Warcraft, ce que l'on faisait beaucoup, parce qu'il fallait bien explorer, c'était un vrai plaisir. Chaque région avait une ambiance de dingue, et comme on n'avait pas encore les montures volantes, et que le jeu était assez dur, on se sentait tout petit dans ce monde gigantesque. Et même au niveau 60, on n'avait pas l'impression de l'avoir totalement dompté, juste d'y avoir trouvé sa place. Ah, et bien entendu, vu que c'était un jeu Warcraft, le lore, les dialogues et le scénario étaient au rendez-vous. Bref, le monde de Warcraft avait pris vie sous nos yeux. C'était quelque chose de vraiment enchanteur. En 2007 sort The Burning Crusade, première extension de Warcraft, et pour moi, le pinacle de World of Warcraft. On conservait cette démesure et ce lore incroyable, et nous quittions Azeroth pour découvrir l'Outre-Terre, que nous avions déjà vu dans Warcraft 2 et l'extension de Warcraft 3. Mais être là pour de vrais, juste wow. Qui plus est, l'ajout des montures volantes et de nouveaux métiers était un vrai plus. C'est également à cette époque que nous avons eu droit aux régions les plus mémorables de tout le jeu. La péninsule des flammes infernales, le bois des champs éternels, Ran Néant, et bon sang, l'île de Keldanas. Le bon vieux temps. Encore. Au bon vieux temps. Et c'est alors que les choses ont commencé à se gâter. Petit retour en arrière, parce qu'il y a des choses à savoir pour comprendre ce qui va suivre. En 2003, Blizzard North, l'équipe à l'origine de Diablo, Diablo 2 et Diablo 2 Lord of Destruction, quitte Blizzard en raison de l'incertitude qui règne à cette époque dans l'entreprise. Car en effet, à cette époque, Blizzard, qui appartenait à Vivendi jusque-là, est sur le point d'être vendu et ne sait pas encore qui récupérera l'entreprise. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais malgré son statut de PDG et de cofondateur, Mike Morhaime n'est pas propriétaire de Blizzard. Il a dû très tôt vendre l'entreprise, dans le but de gagner des capitaux, sans lesquels il n'aurait jamais pu financer les jeux qui ont fait la renommée de Blizzard. Et si Vivendi avait laissé Blizzard faire ses jeux dans son coin, rien ne dit que les propriétaires suivants feront de même. En quoi est-ce important ? Eh bien, sans Blizzard North, Blizzard devra recréer de toutes pièces une équipe pour la suite de Diablo. Équipe qui récupérera un Diablo 3 en cours de création, dont vous voyez les images en ce moment. Mais après 2 ans à tenter de récupérer le projet, celui-ci sera annulé en 2005. Or, rien que du point de vue de la direction artistique, le Diablo 3 de 2005 et le Diablo 3 de 2012 n'ont rien en commun. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Blizzard a, à cette époque, perdu l'équipe qui faisait l'âme de Diablo, et que cette équipe ne fait plus partie de l'entreprise, et n'est donc même plus là pour les conseiller. Puis, en 2008, le 9 juillet pour être précis, Blizzard est racheté par Activision. Activision qui est connu pour ses méthodes pas terribles niveau prise en compte du consommateur, dirons-nous. Je ne pense pas avoir besoin d'argumenter sur le sujet, et même si à l'époque personne n'a vu ça venir, Activision va influer sur Blizzard. Mais vous exagérez, Activision c'est pas si mal que ça. Ah ouais, t'es sûr de ce que tu viens de dire là? T'es vraiment sûr de toi? Ben oui. Ok, Aoru, Oui. fais péter les dossiers. Bon, alors c'est parti. Je préviens, à chaque fois, je résume rapidement le contexte, histoire que vous ne soyez pas perdus. Voyant le succès des Need for Speed chez EA, Bobby Kotick, alors président d'Activision, veut lorgner du côté des jeux course et rachète en 2008 Blizzard Creations, qui accouche 2 ans plus tard du mitigé Blur. Après 20 ans en indé et 3 ans sous la coupe d'Activision Blizzard, le studio est brutalement fermé en 2011. Martin Shudley, le président du studio, témoigne. Quand Activision nous a rachetés, nous-mêmes, et certainement eux-mêmes, avons vraiment senti qu'ils laisseraient notre culture intacte. Et pendant un temps, c'était bien. Mais lentement, comme cela se produit visiblement avec de nombreuses acquisitions d'entreprises, ce sentiment a commencé à changer. Nous n'étions plus un studio indépendant qui faisait nos jeux, nous faisions des jeux pour remplir les machines à sous. Bien que nous croyions tous en nos jeux, ils étaient davantage le produit de comités et d'analystes. Et lorsque vous ajoutez des exécutifs RH, des courriels internes, etc., la culture que nous avions bâtie depuis si longtemps s'est progressivement érodée, jusqu'au point où ce n'était plus la nôtre.
Sa femme, qui était directrice commerciale chez Blizzard, rajoute: je pense que l'application d'Activision dans tout le processus, des réunions de conception, choix de fonctionnalités, des environnements jusqu'au nom et à la marque, c'était de gros changements par rapport à ce qu'on a vécu auparavant. Microsoft, Sega et Sony Psygnosis nous laissaient davantage les mains libres. C'est donc une chose à laquelle nous devions nous habituer, en particulier dans les dernières étapes de la conception et du développement. Pour parler un peu de Blizzard, tiens, en 2018, comme Lucas le citera plus tard dans la vidéo, Mike Moran prend ses clics et ses claques et se barre de chez Blizzard. Quelques mois plus tard, Kotaku recueille des témoignages d'employés sur le management du studio suite au premier licenciement. Les critiques ne tardent pas à pleuvoir. Mike Moran ne se souciait pas de la rentabilité, il voulait juste que les employés soient heureux, faire de bons jeux et satisfaire la communauté. On a l'impression chez Blizzard que la finance donne plus d'ordres qu'ils n'en ont jamais fait auparavant. Vous n'auriez jamais entendu cela il y a 3 ou 4 ans. Ah, vous vouliez peut-être savoir comment ça se passait du côté des équipes qui ont fait les Call of. Non, parce que, vous voyez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Voyez plutôt. On est en 2002. Scott Langto et une partie de son équipe quittent EA Los Angeles après la production de Medal of Honor en première ligne, suite à des conditions de travail épouvantables, et notamment des journées de travail pouvant aller de 16 à 18 heures par jour. Tiens, je savais pas qui avait fondé des goulags. Enfin bref, Langto fonde Spark Unlimited en 2002 et se fait rapidement remarquer par Activision qui cherche à créer un concurrent à Medal of Honor. Si pour Infinity Ward, les responsables de la version PC, et dont les équipes étaient constituées elles aussi d'anciens de chez EA qui bossaient auparavant sur les Medal of Honor... Ça sent l'opportunisme ça! Ah oui, mais totalement! Enfin bref, si chez Infinity Ward tout semblait aller pour le mieux, chez Spark Unlimited, les responsables de la version console... bon, vous savez quoi, on va laisser Langto en parler. Activision était très collaboratif et utile, jusqu'à ce que les choses tournent mal. C'est une grande entreprise qui avait investi beaucoup d'argent chez nous et il y a eu des difficultés et des gens ont commencé à dire « vous nous avez promis ceci et nous le voulons ». Nous sortions à peine du calendrier exténuant de la production en première ligne. Nous avions lancé Spark quelques semaines seulement après avoir quitté EA. Il n'y a eu aucune pause. Il n'y a pas eu beaucoup de sympathie sur ce point-là, alors même que les mariages des employés se brisaient et qu'ils ne pouvaient pas voir leurs enfants. Pendant les week-ends, Activision envoyait des gens qui passaient devant nos locaux pour voir combien de voitures il y avait sur le parking. On avait beaucoup de pression. Vous pensiez que c'était fini? Que nenni! Parce qu'après avoir sorti le jour de gloire, Spark a bien essayé d'attaquer Activision pour rupture de contrat, ces derniers n'ayant pas versé les royalties prévues. Mais comme toujours, c'est le pot de fer qui gagne, et après avoir littéralement mis une pression dingue encore pire qui ira jusqu'à briser des couples au passage, et après avoir littéralement fait vivre un enfer aux employés du studio, Spark perdra le procès. Ils essaieront bien de redresser la barre en sortant quelques jeux oubliables, mais le studio fermera quelques années après. Mais surtout, ce qui me met hors de moi, la conséquence de tout ça, c'est que ce connard de Kotick dégoûtera jamais le fondateur de Spark du milieu du développement du jeu vidéo. Va te faire foutre, Kotick! Va te faire foutre! Tu as des questions? Non. Maintenant, les jeux. Le 13 novembre 2008, soit quelques mois après le rachat d'Activision, Wrath of the Lich King, la seconde extension de World of Warcraft, sort. Et ce jeu n'est pas forcément encourageant. Objection! Mais Lucas, Activision n'a pas pu avoir d'influence sur un jeu sorti seulement quelques mois après le rachat de Blizzard. Cette extension était déjà quasiment finie quand le rachat a eu lieu. Et objection accordée, parce qu'effectivement, au départ, cette extension était prometteuse. Des environnements dynamiques qui évoluent au fil des quêtes, le roi Lich en guise de boss de fin, Northrend en guise de nouveau continent. Les bonnes idées ne manquent pas. Mais c'est au niveau des décisions pour ce qui est du gameplay que l'influence d'Activision commence à se faire ressentir. Beaucoup de décisions seront prises pour rendre le late game du jeu plus accessible. Par exemple, les raids qui demandaient obligatoirement 25 joueurs peuvent aussi être faits à 10 maintenant. Mais bon, d'un côté ça je peux comprendre, parce que toutes les guildes ne parvenaient pas à rassembler 25 joueurs chaque semaine. Mais justement, les raids de haut niveau ne sont pas faits pour tout le monde. Mais c'est surtout l'évolution des donjons qui m'a marqué. En effet, les donjons qui demandaient jusque-là de rejoindre manuellement un groupe peuvent désormais être rejoints via une file d'attente automatique.
Résultat, plus besoin de montrer que tu connais le jeu et ton perso pour rejoindre un groupe. Non, il suffit de cliquer. Globalement, ce n'est pas si mauvais que ça, c'est même plutôt bon, mais clairement un pas dans la mauvaise direction. Puis arriva 2010. Quelle grosse année pour Blizzard! 2 jeux majeurs sortent. Tout d'abord, en juillet 2010, sort StarCraft 2, Wings of Liberty, la suite tant attendue de StarCraft Brood War. Et cela souligne déjà un problème, la place que World of Warcraft a pris chez Blizzard. Le MMO et ses extensions ont tant occupé l'équipe qu'on se retrouve avec certaines licences qui n'ont pas eu de suite depuis 11 ans. C'est le cas de StarCraft. Et tout ça laisse l'équipe sur le coup avec une sacrée pression, car en 11 ans, il s'en est passé des choses niveau gaming, et il n'appartient qu'à eux de franchir ce gouffre. Mission accomplie? Ben oui, et rien que ça tient du miracle, je trouve. Alors respect à l'équipe. StarCraft 2 est sans aucun doute le seul jeu post-Burning Crusade signé Blizzard qui peut vraiment se vanter d'être un excellent jeu. La campagne solo est magistrale, et peut même être qualifiée d'hollywoodienne tant l'équipe s'est lâchée sur ce point. Niveau histoire, on est sur une qualité tout aussi bonne que StarCraft Brood War, et niveau e-sport, le jeu sera le digne successeur du premier StarCraft, popularisant l'e-sport en Europe auprès d'une nouvelle génération. Puis en décembre 2010 arrivera World of Warcraft Cataclysm. On peut dire que c'est une extension cataclysmique. LOL PTDR. Pourquoi tu rigoles pas, toi? Et c'est là que ça commence à sentir le roussi pour World of Warcraft. J'ai plein de problèmes avec cette extension. Déjà, c'est sans aucun doute l'extension de Warcraft la plus vite qui soit. Soyons de bonne foi 2 minutes. Il y a de bonnes idées dans cette extension. Une région sous-marine, ou l'introduction de l'archéologie par exemple. Mais tout ça est contrebalancé par la refonte des régions de base. Chose qui aurait eu sa place dans un World of Warcraft 2 ou dans un Warcraft 4, mais pas dans une extension, vu comment cela nous prive des régions de base que nous aimions. Le tout pour une pseudo-nouveauté de façade, parce que les régions restent les mêmes, les histoires restent les mêmes, les quêtes ne changent pas vraiment. Bref, on a de la nouveauté sans en avoir. Mais le pire reste quand même le endgame du jeu, proche de l'insultant. On ressort le repère de l'aile noire, on ressort Ragnaros. Dites-le si vous avez la flemme. Mais le pire du pire reste selon moi le pas de plus qui sera fait sur le chemin de la casualisation du jeu. Les files d'attente automatiques des donjons sont désormais inter-serveurs. Bon, j'explique. Tous les joueurs de Warcraft ne sont pas sur le même royaume, ils sont divisés entre différents domaines numériques qu'on appelle serveurs. Donc, pour que 2 joueurs puissent se croiser, ils doivent être sur le même serveur. Seulement pour accélérer encore les donjons, Blizzard a décidé que désormais, les files d'attente permettraient à 2 joueurs n'étant pas sur le même serveur de jouer ensemble le temps d'un donjon. Bonne idée? Sur le papier, ça sonne bien pourtant. Mais non. Parce que... Bon, parlons psychologie des joueurs. Pourquoi les joueurs prennent-ils le temps de coopérer et de se respecter les uns les autres? Parce que le nombre de joueurs sur un serveur est limité, et que tout le monde n'est pas forcément remplaçable. Ton tank ne connaît pas la stratégie pour ce donjon? Tu n'en trouveras pas forcément un autre rapidement. Alors tu prends le temps de lui expliquer. Qui plus est, si tu le jettes, il parlera de toi autour de lui, de ton manque de patience. Et il n'est pas exclu que cela te ferme des portes un jour. C'est pour la même raison que les joueurs ne se volent pas d'items, ou laissent volontiers les items qui pourraient leur apporter de l'argent, mais dont ils n'ont pas forcément besoin. Parce que dans un système où le nombre de joueurs est limité, faire preuve de respect est rentable. Maintenant, que se passe-t-il quand le nombre de joueurs devient virtuellement illimité? Et surtout, quand tu te retrouves avec des joueurs que tu as 99% de chances de ne plus jamais croiser, ou qui ne se rappelleront probablement pas de toi, et qui, quand bien même s'ils se rappelaient de toi, ne pourront pas parler de toi en mal à des gens que tu croiserais un jour. Exactement, c'est la merde. Ce cataclysme, la plupart des donjons étaient d'une tristesse incommensurable. Plus personne ne se parlait, plus personne n'avait la moindre patience. Au moindre wipe, quelqu'un se barrait. Au moindre désaccord, quelqu'un se barrait. Au moindre loot, il y avait un conflit. Il arrivait même que certains joueurs refusent purement et simplement de parler, chose qui ne m'était jamais arrivée avant cette extension. J'ai peut-être eu de la chance, cela dit. Enfin, le résultat était que les donjons et raids de WoW ressemblaient de moins en moins à une épreuve que l'on devait surmonter avec ses alliés, et de plus en plus à quelque chose de mécanique que l'on finissait froidement, comme on pointait à l'usine.
2012, 11 ans après Diablo 2 Lord of Destruction, sort Diablo 3. Un jeu hypé, overhypé jusqu'à la fin des temps, reporté à plusieurs reprises, en bêta ouverte depuis des siècles. Bref, ce jeu en a fait baver des gens. Et tout ça pour ça? Ah, nous deux! Il faudrait toute une vidéo pour dire tout ce qui n'a pas été dans le développement de ce jeu, et cette vidéo est déjà partie pour durer 2 heures, alors je ne pourrai pas tout aborder. Le principal problème auquel Blizzard a dû faire face pour ce jeu, c'est au changement d'équipe. L'équipe ayant créé Diablo 1 et 2 est partie, et la raison, on l'a appris il y a peu, c'est que les créateurs sentaient que Blizzard, qui était alors en pleine croissance, ne pourrait bientôt plus leur garantir la liberté de faire des jeux comme il le fallait. Résultat, l'équipe qui faisait l'identité de Diablo a disparu de Blizzard. Et justement, niveau direction artistique, si Diablo 3 souffre de quelque chose, c'est d'être particulièrement lambda. Quand je regarde un gameplay de Diablo 2, je regarde un gameplay de Diablo 2. Quand je regarde un gameplay de Diablo 3, j'ai souvent l'impression de regarder un gameplay de jeu fantasy banal. Très beau, mais banal. Beaucoup trop coloré, beaucoup trop lumineux. Bah d'ailleurs, niveau graphisme, moi j'ai été plutôt bien surpris. Enfin, les décors, j'aime bien. Les décors, je les trouve vraiment bien. Je sais pas ce que t'en penses. Moi non, ça, moi je trouve ça vraiment joli. Après, ils ont un peu cartoonisé le truc, comment dire, ça fait moins sombre et moins dark que l'ancien Diablo, malheureusement. C'est vachement coloré en fait. C'est vachement plus coloré. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de décisions prises par l'équipe de Diablo 2 n'ont pas été comprises. Par exemple, le point de vue du joueur est beaucoup plus lointain par rapport à ce qu'on pouvait voir dans Diablo 1 et 2, et cela pose 2 problèmes. 1. C'est plus lointain, donc on en a beaucoup moins à foutre. C'est pour ça qu'au cinéma on zoome sur les moments forts émotionnellement, parce que l'art repose sur cette idée de plus c'est proche, plus ça nous intéresse. 2. On voit venir les ennemis de beaucoup trop loin, donc pas de sentiment de vulnérabilité, avec un faible champ de vision, pas de surprise et trop de planification. Ensuite, il y a un problème qui repose sur les méthodes de narration propres à la Dark Fantasy. Dans un monde de Dark Fantasy, on n'est pas supposé en savoir beaucoup sur le monde qui nous entoure. Les forces qui régissent l'univers, pour rester effrayantes, mystiques, doivent continuer à marcher selon une logique qui nous dépasse au moins en partie. C'est pour ça que dans Diablo 1 et 2, on sait très peu de choses sur les monstres et l'univers qui nous entourent. Dans Diablo 3, on n'arrête pas de tout nous dire! Putain! Dans chaque brin d'herbe, dans chaque buisson, j'ai l'impression de trouver un carnet. À chaque fois que je tue un monstre, Kane nous explique ce que c'est et gâche tout le mystère. Ça, c'est un système qui marche dans la High Fantasy, pas dans la Dark Fantasy. Comment dois-je avoir un tant soit peu peur de ce que je vois si tout m'est expliqué en permanence? Ce que cela montre, c'est une incompréhension basique du genre même de la Dark Fantasy. Bref, c'est de la merde. Mais même si on en arrive au gameplay, le gameplay en lui-même est dynamique, certes, et le fait d'avoir de base plusieurs icônes de raccourcis est un bon plus. Mais bon, c'est pas comme si dans Diablo 2, on pouvait nous-mêmes configurer 13 raccourcis de compétences différents en jouant avec les touches allant de F1 à F12 et le clic gauche. Mais passons, la plus grosse régression par rapport à Diablo 2 est, et reste, la disparition des arbres de compétences et des statistiques à augmenter manuellement à la fin de chaque niveau. Alors pour les petites comparaisons, donc par rapport aux deux, qu'est-ce que j'en pense? Bon alors ils ont casualisé Diablo 2, casualisé, qu'est-ce que ça veut dire pour les néophytes? C'est qu'ils l'ont rendu beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Ouais. De principe, par exemple, si on regarde, je vais me mettre là histoire de ne pas me faire tuer, les statistiques, on ne peut plus soi-même, avec l'augmentation de niveau, répartir les statistiques. Par exemple, à Diablo 2, à une époque, il fallait lire des guides, etc. pour mettre pile 91 points en dextérité, parce qu'au niveau 43, tu pouvais mettre tel arc ou telle armure, etc. Et il fallait vraiment bien roder son truc. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. Ouais. Ensuite, les sorts, comme on les voit, il n'y a plus de template. C'est-à-dire, vous allez débloquer les sorts et les runes qui vont être associées aux sorts, qui vont permettre de changer leurs effets. Ouais. Et ouais, en fait, voilà. Et ça, je dois dire que j'ai aussi été super déçu en fait. Pour être honnête, moi j'avais kiffé le système de talent sur World of Warcraft et sur Diablo 2. Et j'ai été super surpris, genre ils ont supprimé ça fait 3 fois su, ils ont supprimé ce système de talent. Et
Pourquoi? Enfin, j'avoue, ça, c'est la grosse question. C'est le rendre plus accessible. Encore, ils auraient pu mettre des talents avec des respécialisations comme ils ont fait dans World of Warcraft. Si jamais, comme ça, si jamais tu te plantes, bon, ben, tu peux revenir sur ton choix. Ouais. Mais là, le problème est que finalement, tout le monde a le même personnage. C'est une mauvaise idée pour plein de raisons. Premièrement, ça coupe nombre de possibilités aux joueurs. Deuxièmement, cela crée une situation dans laquelle monter de niveau laisse le joueur totalement indifférent. Monter de niveau dans Diablo 2. Ouais, génial! Je vais pouvoir renforcer cette compétence qui m'est si utile et renforcer ma dextérité de manière à pouvoir utiliser cet arc trop cool! Monter de niveau dans Diablo 3. Cool! J'ai une nouvelle rune! Parlons-en des runes. Un système intéressant qui, à mon avis, utilisé conjointement avec un système d'arbre de compétences, aurait été un plus appréciable. Mais si les développeurs pensaient qu'avec cette personnalisation low cost, ils allaient donner aux joueurs le sentiment d'accomplissement que nous avions en complétant un build complexe qui avait demandé temps et patience sur Diablo 2, sans compter que cela supprime tout triplé value. Le fait que les runes soient changeables à l'infini fait qu'au final, vu que notre personnage ne s'engage jamais à rien, nous n'avons quasiment aucun choix à faire, et qu'en plus, tous ces choix ne sont même pas définitifs. Une seule run me suffit pour tout débloquer. J'ai déjà tout vu de mon personnage. Pourquoi voudrais-je faire 2 personnages de la même classe, donc? Quand je pense que dans Diablo 2, nous pouvions faire 3 sorcières et ne jamais faire le même build, ça me rend malade. Mais le pire, du pire, du pire, reste tout de même l'hôtel des ventes en argent réel. Oui, messieurs, dames, en 2012, Blizzard a tenté de faire de Diablo 3 un putain de pay-to-win. Et le premier qui me sort. Mais, Lucas, t'es pas obligé d'acheter, tu peux... Un jeune innocent! Quand un studio met en place une situation dans laquelle il t'incite à payer pour des avantages en jeu, tu crois qu'ils vont équilibrer le jeu pour ceux qui paient ou pour ceux qui ne paient pas? C'est ça le vrai problème avec les pay-to-win, pas uniquement le fait que ceux qui paient est un avantage, mais aussi et surtout le fait que cela incite les développeurs à créer des putains de problèmes d'ergonomie pour ensuite te faire payer pour les résoudre. Mais si tu as besoin d'un service supplémentaire pour jouer à un jeu et t'amuser, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, le jeu aurait dû contenir ce service par défaut pour être fun. Et donc si Diablo 3 était un jeu de farming chiant comme la mort dans lequel tu n'as que le stuff pour progresser, mais qui tout à coup devient fun dès que tu paies, c'est peut-être que le taux de drop devrait être revu à la putain de hausse! Désolé, fallait que ça sorte. World of Warcraft Mist of Pandaria, donc, sorti en 2012 lui aussi, est la 5e extension du MMO de Blizzard et... des pandas! Des putains de pandas! Je les déteste! Je les abhorre! Quand je les vois, je n'ai qu'une envie, c'est faire disparaître leur espèce! Une deuxième fois! Ah! Mais, Lucas, les pandas existent depuis Warcraft 3 The Frozen... Je sais! Mais à l'époque, ce n'était pas un point central de l'intrigue, juste un putain d'easter egg dans la campagne des Elfes de Sang, et un personnage secondaire dans la campagne de la Fondation de Durotar. Mais bordel, ce sont des hommes pandas qui s'appellent les Pandaren et qui vivent à Pandaria. C'est comme si je créais une race d'hommes-chats que j'appelais les Félins vivant à Félina. Les Pandaren n'ont jamais été assez développés pour devenir un point sérieux, ou en tout cas central du lore, ou alors Blizzard s'y est très mal pris. Mais si on laisse ce point de côté, le lore de cette extension est vraiment sympa et a le mérite de proposer plus de nouveautés que celui de Cataclysme. En revanche, niveau gameplay, c'est toujours autant la débandade. Mais on en est à un point où Blizzard, durant cette époque, a totalement tué le pro-gaming sur le jeu. Autant au niveau du PvP que du PvE. Ils rectifieront le tir par la suite au moins en partie, mais tout de même, c'est dire à quel point la casualisation du jeu était une menace. D'ailleurs, les gens ne s'y sont pas trompés, parce que cette extension est l'une de celles qui s'est le moins bien vendue au moment de sa sortie. Pas grand chose à dire à part ça. Belle image, belle musique, bel univers, belle histoire, mais le reste ne suit pas vraiment. Ah si, putain, c'est quoi ce nouvel arbre de talent que vous nous sortez? Une modification pareille, vous osez appeler ça une extension? Bande de branleurs! Ensuite, en 2013, sort StarCraft 2 Heart of the Swarm, la première extension de StarCraft 2. Pas grand chose à dire, le jeu reste toujours aussi intéressant, autant du point de vue de l'histoire, que du gameplay, que de l'e-sport. StarCraft aura vraiment été épargné durant cette période, mais j'y reviendrai. En mars 2014 sort Hearthstone Heroes of Warcraft. Oui, moi aussi, au début, j'ai beaucoup aimé ce jeu.
Je veux dire, un jeu de cartes basé sur le fanservice de l'univers de Warcraft, avec des blagues et des références de tous les côtés. Que pourrait-il mal se passer? Pay to win. Pour avoir les bonnes cartes, pour faire les decks les plus puissants, vous pouvez soit farmer pendant des jours et espérer tomber sur les bonnes cartes, tout en vous faisant éclater par des gens qui, eux, ont payé, soit payer pour avoir ces mêmes cartes. Et le problème n'a fait que s'accentuer avec le temps. Quelqu'un qui commencerait le jeu aujourd'hui et qui voudrait progresser, sans payer, devrait passer des mois à affronter des gens mieux stuffés que lui pour finalement avoir le droit de s'amuser. Et ça, c'était avant qu'ils introduisent le concept des aventures, et une dizaine d'extensions. Je veux dire, au bout d'un moment, quand les vidéos les plus populaires liées à ce jeu ont longtemps été les ouvertures de centaines de paquets de cartes, c'est dire combien Blizzard a plus créé un simulateur de casino en ligne qu'un jeu au gameplay vraiment profond. Et ça me fait mal de dire ça parce que je me suis beaucoup amusé sur Hearthstone, avant que le jeu ne me laisse finalement sur le carreau, parce que je n'ai voulu ni payer, ni passer par une phase frustrante où je devrais farmer pour finalement avoir les armes que le jeu aurait dû me donner naturellement, parce qu'elles sont indispensables à la bonne expérience de jeu. Et puis le 25 mars sort Diablo 3 Reapers of Souls. Et... Prends ça, cabron! Vous m'avez sauvé. Pourquoi? Les vieilles habitudes ont la peau dure, faut croire. Rentre chez toi, petite. C'est dangereux par ici. Vous êtes un de ces héros? Pas vrai? Plus maintenant. Pour moi, si. Le stuff était tout ce qui te permettait de progresser. L'équipe a ajouté, dans une mise à jour, les niveaux de parangon. En somme, ce sont des niveaux d'expérience qui te permettent de renforcer ton personnage, au niveau de ses points de vie, de ses dégâts et d'autres caractéristiques. Ça ne vaut pas un arbre de compétences, mais je prends. Le jeu était trop coloré et lumineux? Voici un acte 5 qui suinte les ténèbres, le sang et l'agonie, avec de véritables jeux sur l'ombre et la noirceur, et une vraie ambiance gothique. Le jeu était trop manichéen? Voici un ange déchu en guise d'antagoniste, et une fin douce amère nous laissant entendre qu'il se pourrait bien que le méchant que nous avons terrassé avait raison. Le endgame n'avait aucun sens? Voici le mode aventure, beaucoup d'objectifs d'endgame incroyables, de nouveaux objets, des saisons de tournois, des quêtes secondaires cachées. C'était un pay to win? Hop, on supprime l'hôtel des ventes en argent réel et on booste les drops de légendaires dans tous les sens. Bon, c'est toujours saoulant de ne pas avoir d'arbre de compétences, ou de vraie personnalisation de personnages. Mais autant de pas dans la bonne direction en même temps, ça réchauffe le cœur. En somme, ce jeu, c'est un peu comme si Blizzard nous regardait et nous disait « Je vous ai compris !» C'est réconfortant pour l'avenir, non? Non? Le 13 novembre 2014 sort World of Warcraft Warlords of Draenor. En termes de gameplay, on suit la même pente descendante que le jeu suit depuis Cataclysme. Le pro gaming se fait assassiner et le casual gaming prend toujours plus de place. La seule vraie nouveauté en termes de gameplay est l'introduction du housing. Sympathique, mais clairement pas ce qui changera la donne. Sans compter que, niveau histoire, ce Warcraft est la caricature de l'équipe en manque d'inspiration. Ah, vous voulez un résumé? Bon ben, accrochez-vous.
En gros, Garrosh hurle l'enfer, avec l'aide d'un dragon du temps, se rend dans un passé parallèle de l'époque de la jeunesse de Warcraft sur Draenor. Là, il empêche la corruption et la mort de son père Grom, puis ensemble ils organisent la Horde de Fer et décident d'envahir Azeroth. Notre Azeroth. Donc déjà, nous sommes dans un passé parallèle par rapport à notre timeline. Mais un passé qui affecte notre présent? Ensuite, la Horde de Fer, si on en suit la chronologie de Warcraft, aurait dû débarquer, plus ou moins au moment de Warcraft 1. Peut-être un peu plus tôt, vu que la corruption démoniaque n'a jamais eu lieu. Ils ont donc dû snobber la case extermination des Draenei avant d'arriver à la case on construit un portail interdimensionnel. Et à propos, pourquoi l'avoir construit dans cette dimension? Dans l'histoire du Warcraft originel, la construction de ce portail était un acte désespéré de la part des orques, parce que leur terre avait été rendue stérile par la magie démoniaque. Mais vu que les démons n'ont jamais corrompu les orques, pourquoi construire ce portail malgré tout? Mais non seulement ce portail est bel et bien construit, mais cette Horde de Fer, elle arrive à l'époque de World of Warcraft. Donc, attendez, 35 ans plus tard? Comment ça marche? Ah oui aussi, et maintenant les mages peuvent créer et maintenir des portails vers des passés parallèles. Tellement de questions, putain. Pour le reste, je n'ai pas grand chose à dire de l'histoire, vu qu'absolument rien n'est nouveau. Le jeu passe beaucoup plus de temps à placer les personnages que l'on connaît déjà dans l'histoire qu'à vraiment innover. On y retrouve les décors de The Burning Crusade, les personnages importants de la saga qu'on a déjà vus en roman et en jeu. Le jeu s'amuse à nous proposer une version alternative de l'histoire, car les choses se passent tout de même autrement. Mais est-ce que pour 40 balles et un abonnement mensuel, une fanfiction un peu foireuse c'est suffisant? Question rhétorique. En juin 2015 sort Heroes of the Storm, le MOBA de Blizzard, qu'ils nous ont hypé durant des années, tout en prenant de très pauvres décisions. Alors, que les choses soient claires, j'aime bien ce jeu. Vraiment, je l'aime beaucoup. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? C'est juste le paradis du fanservice pour un fan de Blizzard. Un MOBA dans lequel Thrall peut faire équipe avec James Raynor, ou dans lequel Diablo peut affronter Kerrigan. Seulement, il demeure un problème. Enfin deux, l'exécution et la concurrence. J'ai l'impression que Blizzard n'a jamais eu l'envie de rendre ce jeu vraiment bon, qu'ils ont juste fait quelque chose d'acceptable, en se disant que les fans resteront. Pas que ce jeu manque d'atouts, les héros possèdent un système de talent que l'on gagne à certains niveaux clés, ainsi qu'au niveau 10 d'un choix entre 2 sorts ultimes, ce que je n'ai jamais vu dans aucun autre MOBA. Le jeu a aussi, contrairement à tous les MOBA de la Terre, plusieurs cartes de 5 contre 5. Et vous dites que je pinaille? Mais League of Legends, après toutes ces années, n'en a toujours qu'une seule. Malheureusement, les cartes, malgré leur nombre, sont toujours affublées des mêmes objectifs. Les cartes aux objectifs vraiment uniques et originaux sont rares, et tout ça donne plus l'impression de reskin d'objectifs que de véritables expériences uniques. De plus, l'absence d'objets à acheter se fait ressentir sur plusieurs points. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les MOBA, quand vous êtes en jeu, vous gagnez de l'or régulièrement, et vous gagnez un bonus d'or si vous tuez un ennemi ou remportez un objectif de carte. Or que vous pouvez dépenser en achetant des objets à la boutique, qui se trouve à la fontaine, l'endroit sur lequel vos héros apparaissent au début de la partie et réapparaissent quand ils meurent ou utilisent leur sort de rappel. HOTS n'a pas cette boutique en jeu et ces objets à acheter. Résultat, le fait de tuer un héros a beaucoup moins d'intérêt et le fait de mourir est presque sans conséquence. Bon, il y a bien ce système d'expérience commune à tout le groupe, qui est une bonne idée d'ailleurs, je trouve, car tuer un ennemi rapporte de l'expérience, et peut donc permettre de prendre l'avantage et profite à tout le groupe. Un seul bon joueur, vraiment au-dessus du niveau de son équipe, peut donc vraiment porter son équipe vers la victoire. Mais, ça reste une récompense assez chiche, surtout pour les combats gagnés en début de partie qui sont souvent sur le fil du rasoir. Mais l'absence de boutique a une autre conséquence, le fait que quand on est mort, on n'a littéralement rien à faire. Quand on meurt dans LoL, on jette un œil à la boutique, on voit ce qu'on peut acheter, et on planifie ce qu'on achètera à notre prochain retour. Ça nous occupe. Dans HOTS, on est littéralement mis au coin le temps de notre mort. Et vers la fin du jeu, on met parfois toute une minute à revenir à la vie. Je vous laisse méditer ce point. Mais l'autre conséquence de l'absence d'objets, plus grave, c'est une impossibilité totale à jouer les personnages d'une façon non prévue par les développeurs. Tu aimes jouer les personnages à contre-emploi? Eh ben, tu peux te brosser. Pour la plupart des personnages, c'est un rôle, voire deux, et basta. On peut s'arranger avec les talents pour parfois créer un résultat surprenant, certes, mais au final, Blizzard te dit quoi jouer et comment le jouer. Les objets ont cette utilité, ils permettent à un joueur de changer la donne vis-à-vis de son personnage, mais ici, ils n'existent pas. Bon, je ne demandais pas forcément une boutique ayant la complexité de celle de League of Legends. D'ailleurs, Blizzard n'en a jamais eu l'intention, car dans les articles au moment du développement du jeu, il parlait d'une boutique avec un nombre d'objets limité. Ça aurait été cool.
mais on n'a même pas eu droit à ça. J'ajouterai un défaut auquel je ne m'attendais pas de la part d'un jeu Blizzard, il est artistiquement très fade. Les graphismes sont sans vie, la musique ne reste pas en tête, les dialogues sont creux. Bref, les jeux faits avec le cœur de la grande époque de Blizzard sont derrière nous, et c'est triste. Puis en novembre 2015 sort Legacy of the Void, dernière extension de StarCraft 2. Encore une fois, une extension plus que digne, on a même 2 nouvelles campagnes pour le prix d'une, 2 nouvelles unités, un nouvel équilibrage, vraiment, c'est très bien. Mais la stratégie de Blizzard pour rendre le jeu rentable envers et contre tout commence à se faire douloureusement ressentir. Avec notamment les commandes en coop. C'est quoi ça? Eh bien, c'est des DLC déguisés. En gros, pour 5 balles, vous avez une série de missions dans laquelle vous incarnez un commandant avec des capacités spéciales. Enfin, ils sont disponibles gratuitement. Sauf que pour les faire passer au-delà du niveau 5, et donc débloquer toutes les capacités du personnage, là, il faut payer. Donc, comprenez-moi bien, les joueurs ont acheté 3 fois le jeu plein pot, ce qui fait au minimum 110 €. Mais au lieu de considérer ça comme quelque chose que l'on pourrait offrir comme du contenu gratuit au joueur qui a déjà beaucoup investi dans le jeu, Blizzard se dit « Ouais, mettez une étiquette 5 € dessus et on est parti. » Putain. Je trouve surprenant que personne ne râle par rapport à cette pratique. D'ailleurs, j'ai été faire un tour sur la boutique en ligne de Blizzard, et la section boutique de StarCraft 2 ressemble à un putain de Starbucks à ce stade. Des annonceurs payants, des modes arcade payants... Bon sang, Blizzard. Nous sommes en 2016 et sort Overwatch. Oh bordel, ce putain d'Overwatch. Vous avez aimé les courts-métrages? Les teasers? Les grandes annonces? Oubliez tout, voulez-vous? Overwatch est un univers de fiction grandiose, pas de doute là-dessus. Chaque personnage est marquant, attachant, le lore est intéressant. Mais le jeu, putain, le jeu! Tout ça pour un Team Fortress-like mélangé à un MOBA! Putain, comment on s'est fait niquer! Oh les bâtards! Team Fortress était ce qu'il était, mais au moins Valve avait compris une chose, c'est qu'il fallait un univers parodique et inconsistant pour faire ce genre de jeu, pour que l'on ne tique pas quand on se retrouve avec 2 joueurs censés être alliés se foutant sur la gueule, ou que l'on voit 2 ennemis coopérer. Si le monde de Team Fortress était si parodique, c'était pour ne pas gâcher un potentiel scénaristique avec le genre le plus anti-narratif du monde, qu'est celui du shooter multijoueur. Overwatch, lui, vu son lore, aurait dû être un jeu en solo, ou un jeu multi dans lequel 2 équipes s'affrontent. Mais chaque équipe est cantonnée à un pool de personnages ayant de bonnes raisons de coopérer ensemble, et de bonnes raisons d'affronter l'équipe en face. Reste avec une histoire et un background aussi développé pour les héros du jeu, on parle quand même de presque 1 heure d'animation ainsi que moult BD, et bien le jeu en lui-même raconte rien. Il n'y a pas d'aventure solo et il va falloir s'y faire, hein, malgré le prix du jeu. Du coup, tout ce qui se passe à l'écran, c'est assez absurde, ou alors c'est pour du beurre. Alors comme ça tu m'as reconnu? C'est moi McCree, le hors-la-loi au grand cœur. Pas facile la vie de héros. Vous avez entendu, en face ils ont 5 McCree. Moi je voulais jouer McCree aussi, j'en ai marre de jouer support, vas-y, switch de perso s'il te plaît. Je suis un cobaye. Et le jeu en lui-même? Rien de folichon, les accros au multijoueur et à la compétition y trouveront sans aucun doute leur compte. Et si vous avez 5 amis sous la main, passer un week-end ou 2 sur ce jeu est une façon tout à fait acceptable de perdre votre temps. Mais ça s'arrête là, et c'est triste, parce que ce jeu aurait pu et dû être beaucoup plus au vu de l'univers qu'il nous vendait. Par contre, niveau gameplay, j'aurais une objection tout de même. Blizzard, vous êtes sûr que mélanger un FPS, autrement dit un jeu de skill dans lequel le headshot est la valeur maîtresse du gameplay, et un MOBA dans lequel les capacités sont reines, est une bonne idée? Beaucoup de joueurs disent qu'ils ont quitté le jeu parce qu'ils en avaient marre de voir leurs belles actions réduites à néant par les capacités des personnages. Et je peux les comprendre, réussir un headshot incroyable, sauf que Ange arrive derrière et ressuscite ta cible, il y a de quoi dégoûter. Overwatch est au final une tentative un peu bâtarde de mélanger 2 gameplays qui ne sont pas supposés aller ensemble. Ce qui est un bel effort, et par moments une démarche assez intéressante, mais qui montre clairement ses limites. En août 2016 sort World of Warcraft Legion, 6ème extension. Putain, 6 extensions quoi. Je sais que c'est pas inhabituel pour un MMO, mais franchement, Blizzard, vous n'avez plus rien à raconter depuis Mist of Pandaria, et ça se voit, putain. Bref, cette fois, niveau histoire, nous suivons le Gul'dan de la dimension parallèle de Warlords of Draenor qui s'est enfui vers notre dimension... Ok, reste calme Lucas, reste calme. Qui retrouve Illidan qui en fait n'était pas mort, mais gardé enfermé depuis The Burning Crusade... Ça va m'énerver. Et qui s'en sert pour invoquer la Légion Ardente sur Azeroth? C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Bon, le jeu se rend bien compte qu'il n'a aucun sens.
C'est pourquoi le scénario nous en met plein les yeux en faisant mourir de façon spectaculaire plein de personnages importants, histoire qu'on en ait pour notre argent, niveau drama. Mais il n'empêche qu'au final, tout ceci sont quand même vachement le réchauffer. Par contre, en termes de gameplay, là, il y a de l'espoir. Le jeu tente de sauver les meubles en redonnant du sens au PvE haut niveau. Ce, à l'aide de modifications profondes dans le gameplay de toutes les classes. Qui plus est, la nouvelle classe, les chasseurs de démons, est vraiment pas mal. Et on a quelques donjons mémorables. En somme, c'est vraiment bien de ce côté-là. Bon, la magie n'a pas duré pour moi, mais il y avait de l'effort. En 2017 sort un remaster du StarCraft original. Plus à destination de la Corée que de nous, mais celui-ci est de bonne facture et a le mérite de donner un second souffle au jeu, alors... Ok. En 2018 sort World of Warcraft Battle for Azeroth, que je n'ai pas testé, donc je ne saurais dire si niveau gameplay le jeu améliore ou empire quoi que ce soit. En revanche, pour avoir suivi l'histoire de loin, dites pas que ce soit mon extension préférée, mais si c'était pour refaire Mist of Pandaria, c'était pas la peine. Ben si, regardez, on a un chef de guerre tyrannique qui a pris le pouvoir et fout le bordel dans la Horde, à coups de crimes de guerre et de coopération avec des forces obscures. De multiples péripéties plus tard, la Horde et l'Alliance coopèrent pour le bouter. Puis, enfin, ce chef de guerre tyrannique, une fois mis dehors, est destiné à devenir l'antagoniste de l'extension suivante, car il s'apprête à déchaîner une force qui va mettre le monde en danger. Vraiment, Blizzard. Jamais ça n'aurait été aussi flagrant que vous n'en avez plus rien à foutre. L'annonce de Diablo Immortal. Bon, pour comprendre ça, il faut comprendre le contexte. Nous sommes à la BlizzCon 2018. Des fans de Blizzard venus du monde entier arrivent. Ils ont tous fait le voyage jusqu'en Californie et ont acheté des billets numériques hors de prix pour venir jusqu'ici. Mais c'est là que les choses vont passer de maladroite à totalement scandaleuses. Le main event est annoncé, les news pleuvent pour StarCraft, Warcraft et Overwatch. Et devant une foule de joueurs PC en transe, Blizzard nous parle de Diablo Immortal. Les fans de Diablo, qui sont quand même restés sur leur faim après Diablo 3, assistent à cette cinématique pour un nouveau jeu de Diablo, jusqu'à ce que le masque tombe. Ce sera un jeu sur téléphone portable. Ça se passe à peu près aussi mal que vous pouvez l'imaginer. Il suffit d'aller jeter un œil sur le ratio pouce rouge de la cinématique sur YouTube pour voir à quel point les gens ont apprécié. Et puis les réactions durant la conférence elle-même, elles aussi étaient plutôt salées. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Are there any? The current plan is to be on mobile, both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Le retour de flamme a été immense, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Beaucoup de gens ne voulaient juste pas de ce jeu. Ils voulaient un Diablo 4 sur PC et console. Chose qui ne nous avait pas du tout été montrée. Et oui, je ne pensais pas dire ça un jour, mais Blizzard a réussi à faire pire que Bethesda. Eux, quand ils annoncent des jeux sur portable, pour leur licence, soit c'est la petite sucrerie en attendant la grosse sortie, soit ils prennent quand même la peine de dire « Hey, on bosse aussi sur le prochain jeu PC de la licence, restez calme ». Et du coup, ça passe. Mais là, on est sur le main event de la BlizzCon, devant plein de joueurs PC, et 3 développeurs avec un balai tellement enfoncé profondément dans leur rectum que je suis surpris qu'ils ne ressortent pas par leur bouche, nous vendent ce jeu portable et ont l'air de s'attendre à ce que l'on soit trop hypé par ça, tout en ne prenant pas la peine de nous prévenir que Diablo 4 est en développement. Pourtant, il sera annoncé à la BlizzCon suivante. Donc, ils avaient clairement les capacités de faire juste un petit écran de titre pour nous prévenir que le jeu allait arriver. Cet événement a montré une chose aux fans de Blizzard en général. Une chose que les joueurs de Warcraft ont commencé à sentir depuis longtemps, je crois. Blizzard avait complètement perdu le contact avec sa fanbase. Les gens, qui étaient proches des joueurs dans l'équipe, étaient partis depuis longtemps. C'en était fini de la taille humaine de l'équipe. Et d'ailleurs, peu de temps après ça, les quelques employés de la vieille école encore présents dans l'entreprise
seront virés puis remplacés. C'est d'ailleurs également à cette époque que Mike Morhaime, le PDG et cofondateur de Blizzard, a quitté le navire. Et plus tard, il admettra à demi-mot que la raison de son départ est le fait qu'Activision prenait beaucoup trop de pouvoir au sein de Blizzard et qu'il ne pouvait plus faire son travail correctement. Et les choses ne s'arrangeront pas par la suite, étant donné que certains commentaires et dislikes sous la vidéo de la cinématique du jeu sur YouTube disparaîtront mystérieusement, ce qui donnera l'impression que Blizzard tente de censurer les avis négatifs. Globalement, ça ne fera que verser de l'huile sur le feu. Mais le coup de grâce sera porté par Blizzard eux-mêmes, prenant la parole à ce sujet, tenant tête au public et disant que nombre de développeurs chez Blizzard passent plus de temps sur les jeux sur portable qu'autre chose aujourd'hui et que de nombreux autres jeux sur téléphone sont à prévoir dans les années à venir. Oh bon sang. Puis arrive en 2019 WoW Classic, autrement dit, l'ouverture de serveurs World of Warcraft proposant la version originale sans aucune extension de World of Warcraft. Pourquoi pas? Après tout, beaucoup de gens le demandaient depuis des années. Mais deux questions à se poser. Pourquoi l'ont-ils fait à ce moment-là? Et pourquoi ne l'avaient-ils pas fait avant? S'ils ne l'ont pas fait avant, c'est pour une raison toute simple. Fournir aux joueurs un espace dans lequel il n'y a aucune extension, c'est s'assurer qu'une partie du public aura tout intérêt à ne plus prendre ces extensions, et donc moins vendre. Ils n'y ont donc aucun intérêt, financier du moins. Alors pourquoi l'avoir fait maintenant? Eh bien parce que non seulement un MMO ça vieillit, mais qu'en plus, à force de prendre mauvaise décision sur mauvaise décision, les gens sont de moins en moins nombreux sur le jeu. Blizzard avait donc cette carte dans sa manche depuis le début, mais l'a gardée pour prolonger la durée de vie de son MMO, le moment venu. D'ailleurs, à l'époque où on leur faisait souvent la demande de serveurs classiques, Blizzard refusait en disant qu'ils avaient perdu le code source du MMO classique. Vraiment? Bah, au pire, vous n'aviez qu'à le demander à l'un des serveurs privés de WoW Vanilla à Blizzard. Je suis sûr qu'il vous l'aurait donné avec plaisir. Ah non, je suis bête, vous les avez fermés. WoW Classic est donc une bonne décision qui a été prise pour les mauvaises raisons. Et de la mauvaise façon. Pour les mauvaises raisons, nous l'avons démontré. Et pour ce qui est de la mauvaise façon, déjà le jeu est exactement tel qu'il était à l'époque, sans les améliorations graphiques qui ont eu lieu par la suite, sans les mécaniques intéressantes telles que l'archéologie, la calligraphie ou la joaillerie qui sont arrivées ensuite, sans aucune amélioration. Ça montre une chose, que Blizzard considère les gens jouant à WoW Classic comme des nostalgiques bêtes et méchants, qui veulent juste le même jeu qu'à l'époque. Sauf que non, les gens demandaient un retour à ce WoW Classic tout bêtement parce que ça voulait dire un retour à cette époque où il fallait vraiment mériter son niveau 60. Un retour à cette époque où pour rentrer dans un groupe de donjons, il ne suffisait pas de rentrer dans une file d'attente, mais durant laquelle il fallait se proposer et se vendre auprès du chef de groupe. À une époque où les talents ne ressemblaient pas à ça, mais à ça. Et à une époque où le lore de Warcraft était beaucoup plus cohérent. Les meilleurs graphismes, les mises à jour de métier, d'ergonomie, cela ne s'opposait pas à tout cela. Encore une fois, Blizzard est à la ramasse. Ils démontrent qu'ils ne comprennent même pas ce qui rendait World of Warcraft Vanilla intéressant. Oh mon dieu. Et puis est arrivé le dernier clou dans le cercueil de Blizzard au début de cette année. Warcraft Reforged. Annoncé en 2018, il promet d'être une version HD, améliorée, refaite et augmentée des deux jeux qui ont fait la légende de Blizzard, Warcraft 3 Reign of Chaos et son extension de Frozen Throne. On nous promet de nouvelles cinématiques, des campagnes revues et corrigées, de meilleurs graphismes, de nouvelles cartes, de nouveaux doublages, un nouveau ladder amélioré, bref. Avance rapide jusqu'à début 2020, le jeu sort et... oh bordel... Ah, alors qu'est-ce que ça donne quand ce jour est finalement arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et non, le lancement de Warcraft 3 Reforged a été miné par des problèmes de connectivité. Ah, Blizzard, qu'est-ce que... c'est pas possible. 2020, quoi. Et en numéro 2, donc regardez ce que ça donne. On a ici Monsieur Folly Control, hein, qui donc nous a fait des petites captures comparatives. Alors regardez, voilà, je vous en sors une ici. Alors comme ça, vous regardez, puis vous me dites, ah mais en fait, mais si, c'est mieux, pourquoi ils disent ça? Bah oui, mais non, sauf que la version mieux là en haut, c'est la version, la vieille, 2002. Hein. Et ça, c'est la nouvelle en bas. Ah mais regardez-moi ça, mais c'est dégueulasse. Et alors ça ici, c'est la petite capture magnifique de ce qui était promis la BlizzCon 2018 versus ce qu'on a là en janvier machin, c'est voilà, c'est n'importe quoi. Ce qui nous avait promis à la BlizzCon 2018 est 10 000 fois plus beau que ce qu'on a
Bon, c'est ça. On commence malheureusement à en avoir l'habitude, même des skins de trucs, hein. Regardez le squelette ici. Alors, c'est vrai qu'en graphisme, en termes de détails, en termes de pixels, il y en a 10 000 fois moins, mais celui de 2002 est beaucoup plus stylé. Regardez ce qu'ils nous ont sorti là. On a une espèce de Protoss avec un masque dégueulasse, mais il n'y a aucune imagination derrière, c'est moche, c'est... Bon, on continue, hein. Les fans ont également remarqué que la version remasterisée manquait quelques composants de l'original, hein, comme les clans de groupe et les campagnes personnalisées. Alors, il me semble que les campagnes personnalisées, c'est peut-être réglé, je ne sais pas. Mais pour les clans de groupe, ouais, ça manque, donc il y a des fonctionnalités en moins, c'est bien. Alors évidemment, tout ça hein, ne serait pas complet sans des crashs, des bugs dans tous les sens, des mecs qui peuvent même pas jouer. Hein, j'étais voir certaines vidéos, les mecs qui lancent le jeu, ça crash, voilà, c'est écran noir, il se passe rien. C'est superbe, c'est magnifique. Glad you could make it, Uther. Watch your tone with me, boy. You may be the prince, but I'm still your superior as a paladin. As if I could forget. Listen, Uther. There's something about the plague you should know. Oh no. We're too late. These people have all been infected. They may look fine now, but it's just a matter of time before they turn into the undead. This entire city must be purged. What? Mais le pire se cachera dans les conditions d'utilisation de Battle.net. Vous vous rappelez du système de mode sur lequel est né Dota? Eh bien Blizzard ne semble plus avoir envie qu'un mode prometteur leur échappe à nouveau. Résultat, ils ont décidé que si tu utilises leur jeu pour créer un mode, ta carte ne t'appartient plus. Qu'ils peuvent utiliser ton mode à leur avantage et qu'ils n'ont même pas à te citer dans la réutilisation de ton travail. Alors, ils sont bien protégés hein, dans les nouvelles utilisations. Une plus grande partie de la politique de Blizzard détaille de la manière dont la propriété des jeux personnalisés en Reforge appartient à Blizzard et non aux créateurs. Cela signifie que Blizzard peut faire tout ce qu'il veut avec tous les jeux personnalisés, donc les modes, hein, ce qui inclut de les supprimer complètement si le contenu est jugé inapproprié. Par contre, cependant, où Blizzard est allé un peu plus loin que d'autres politiques, y compris celles rédigées par Epic Games et Riot, hein, ils vont plus loin qu'Epic Games et Riot, hein, l'article quand même, on se demande finalement. Bon bref, détient la propriété instantanée et totale des droits d'auteur de tous les jeux personnalisés. Cela signifie que tout jeu personnalisé créé dans Warcraft 3 Reforged ne peut être produit nulle part ailleurs. Cela donne à Blizzard le pouvoir d'arrêter toutes les versions autonomes de jeux personnalisés fabriqués dans Reforged. Attendez, c'est illégal? En Europe en tout cas, le principe du droit moral du créateur sur son œuvre fait que ça ne peut pas fonctionner. Et même d'un point de vue logique, ça n'a aucun sens. C'est comme si Marshall, la marque de guitare, faisait un procès à Angus Young en lui disant que toutes ses musiques appartiennent à Marshall parce qu'il les a composées sur leur guitare. C'est complètement con en fait. Résultat, beaucoup de gens demanderont un remboursement. Mais Blizzard possède une politique stricte. Toutes les ventes sont finales et il n'appartient qu'à eux de décider ou non de rembourser. Une politique qui ne dérangeait personne à l'époque où Blizzard était synonyme de qualité, mais qui devient un vrai problème aujourd'hui. Du coup, beaucoup de gens sur les forums se sont dévoués pour donner aux autres des astuces pour arnaquer Blizzard et obtenir un remboursement malgré tout. Sauf que Blizzard aura une réaction que je qualifierais de... démoniaque. Ce que vous convoitez ne sera jamais vôtre. Vos arguments méritent considération. Mais il me semble que vos conditions sont inacceptables. Oui, ils ont banni de leur forum tous les gens qui expliquaient à autrui comment se faire rembourser.
Temporairement, hein, mais tout de même. Globalement, tout ceci a ajouté du kérosène dans le brasier et a amené les joueurs à offrir à Warcraft 3 Reforged l'une des pires notes métacritiques jamais enregistrées et à se replier sur le Reddit qui était assez marrant à lire. Et pour ceux qui se diraient que le jeu allait s'améliorer et que les patchs allaient nous sortir de la mélasse... Le truc du patch à bien retenir, c'est ça. Sachant que quand on vous envoie un message privé maintenant sur le chat, eh bien vous aurez le nom de celui qui vous l'envoie. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à cette phrase. C'est-à-dire qu'avant, quand on vous envoyait un message privé, vous ne saviez pas qui vous l'envoyait. En fait, vous envoyez le message et puis il n'y a pas de nom. Donc, on ne pouvait pas répondre, quoi. Mais alors, le tout dernier, c'est absolument magique. Ils ont voulu faire une bonne distinction maintenant quand vous jouez, quand vous lancez le jeu avec les graphiques du mode classique ou les graphismes du mode Reforge. Alors, ils ont dit, on a voulu faire la distinction, mais en gros, bon, on n'a pas pu la faire, on n'a pas pu en faire une bonne, donc solution temporaire. On vous a mis un vieux filtre tout dégueulasse sépia sur le mode classique. Regardez, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous jouez en mode classique, vous avez exactement le même, mais avec un filtre sépia que même Instagram il fait mieux. Regardez ça, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et je pourrais en rajouter et parler de la façon dont lors de compétitions officielles le jeu a planté à plusieurs reprises. Mais je pense qu'on peut prendre une minute pour réfléchir. On est parti d'une entreprise qui à chaque jeu redéfinissait les standards du genre auquel elle s'attaquait, à une série de jeux décevants, puis à une série de jeux insultants et de scandales. Et encore, je n'ai pas abordé le scandale Free Hong Kong ou la façon dont Blizzard a licencié 200 personnes malgré des profits records, parce que je m'en suis tenu au jeu. Mais passons. Je pense qu'on peut en arriver à une conclusion. Blizzard n'a plus grand chose à voir avec le studio qui nous a fait rêver. En fait, il n'a plus rien à voir avec ce studio. Les gens qui ont donné à Blizzard cette patte magique qui a engendré tant de jeux cultes ne sont plus là. Et personne n'est venu pour les remplacer. Il faut se faire à cette idée. Blizzard est mort. Blizzard est mort, et quelque part à Activision, un nécromancien du fléau utilise son cadavre comme une marionnette pour vendre à tous les gens croyant encore en ce studio des jeux vidés de leur substance. Mais il est temps de se rendre à l'évidence. Blizzard était un studio grandiose à une époque et à un moment donné, grâce à des gens qui lui ont fait don de leur talent. Mais ces gens sont partis. Blizzard est parti. Et il faut s'y faire. Pas oublier. Parce que le Blizzard de l'époque est sans aucun doute un modèle qui ne doit pas tomber dans l'oubli. De nombreux développeurs sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à Blizzard. Nombre d'entre nous aimons les jeux vidéo aujourd'hui grâce à Blizzard. C'est juste que Blizzard n'a plus grand chose à offrir aujourd'hui, et que la passion du jeu vidéo n'est plus vraiment leur moteur. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un pacte avec le diable, Jimmy. Elle meurt. Je suis libre. On a tous des choix difficiles à faire. Quel gâchis. Diablo Immortal va encore sortir. Overwatch 2 est sur les rails et sortira un jour, et apportera une campagne solo au jeu qui aurait déjà dû en avoir une de base. Les gens ont l'air hypés, il faudra voir à quel point Blizzard parvient à gérer les attentes du public. Diablo 4 est en cours de développement, mais pour celui-ci, j'ai de sérieux doutes. Tout est tellement calibré pour plaire aux fans du Diablo de la première heure et a été présenté juste après Diablo Immortal. On dirait que Blizzard nous montre ce qu'on a envie de voir pour que les fans la ferment après le scandale qu'a été Diablo Immortal. Affaire à suivre, mais bon, faisons un test. John ? Ouais. Diablo 4. Ah bon ? Multijoueur seulement. Allez vous faire foutre, Blizzard. World of Warcraft Shadowlands est une extension de plus de Warcraft et... Vous savez quoi, il me faudrait toute une vidéo pour expliquer en quoi cette cinématique est une purge, alors je le ferai dans une autre vidéo. Un jour. Si j'ai la foi. Quant à StarCraft, eh bien... Blizzard Activision a purement et simplement abandonné la licence. Et le pire, c'est que c'est pas forcément plus mal. L'heure est donc venue de grandir, d'évoluer, pour découvrir de nouveaux horizons, ou de stagner, et de laisser ce qu'est devenu Blizzard aujourd'hui continuer à en profiter.
Mais alors, en quoi croire, maintenant? Où retrouver ce que Blizzard nous a offert? Mes amis, vous connaissez la réponse à cette question. Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'honneur. Nous sommes le courage. Nous sommes la justice. Nous sommes la compassion. Nous sommes la détermination. Nous sommes l'harmonie. Cette journée marque le 3e anniversaire de la chute du régime d'Arcturus Mengsk. Pour fêter cet événement, l'empereur Valérian Mengsk a organisé des célébrations monumentales dans le secteur de la capitale d'Augustgrad, annonçant un nouvel âge de paix et de prospérité pour l'ensemble du Dominion Terran. Sur les marches du Sénat, l'amiral Matthew Horner a réaffirmé le soutien de l'armée au nouveau gouvernement du Dominion et a fait part de son optimisme quant aux dernières phases de négociation avec les forces. Gagner les cœurs et les esprits, comme vous l'avez toujours dit. Tu sais, Matt, un jour tu finiras par diriger cette bande d'inadaptés. J'ai fait un pacte avec le diable, Jimmy. Tu tiendras sa vie entre tes mains.
crois pas qu'il est temps de partir, cowboy?